Coucou Caroline, Bonjour Charlotte. je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avec plaisir, on ne s'en lasse pas. Alors, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur une thématique, c'est l'utilisation justement des plantes médicinales dans les problématiques de poids, mais dans les troubles métaboliques surtout. Avant qu'on commence cette interview, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et qui sont là avec nous aujourd'hui? Oui. Donc, je m'appelle Caroline Gaillet, j'ai 34 ans, je suis diététicienne, nutritionniste, phytothérapeute et aromatologue à rallonge. Depuis 2011, j'exerce mon métier de plusieurs façons parce que j'aime ça, donc c'est volontaire. J'ai un cabinet en libéral à Paris, j'en ai longtemps eu deux. J'ai été pendant 10 ans conseillère de vente à l'herboristerie du Palais Royal, qui est une herboristerie assez connue et sur laquelle dans laquelle j'ai énormément appris. Euh, Je suis auteure de vulgarisation donc pour le grand public chez Duno et chez Le Duc. Donc j'ai écrit pas mal de bouquins pour justement éduquer, je dirais, le grand public à d'autres angles thérapeutiques pour se soigner, pour faire de la prévention aussi. Donc, il y a des ouvrages plus ou moins développés. Il y en a qui parlent que de la phyto, d'autres qui vont aussi aborder l'alimentation, la micronutrition, les huiles essentielles, les fleurs de bac, les champignons, les produits de la ruche. Enfin, je ratisse assez large dans les médecines dites douces, que je préfère dire médecines complémentaires, et j'essaye de véhiculer un message de médecine plus intégrative en France, donc comment venir intégrer sur l'allopathie, sur les traitements médicamenteux, parce qu'il n'est pas question de renier non plus tous ces progrès médicaux qu'on a. Néanmoins, on sait que le tout médicament, il a ses limites, et donc comment, avec des produits naturels, on peut faire plus de prévention, on peut accompagner certains traitements pour en améliorer la tolérance et éviter certains effets secondaires. Et du coup, à ce titre, j'interviens aussi comme consultante pour certaines entreprises pour proposer mon expertise, faire de la formulation de produits. J'enseigne aussi et j'ai démissionné de l'herboristerie il n'y a pas longtemps, là en janvier dernier, pour aussi me consacrer à des ateliers pour le grand public, donc en présentiel et en digital, pour expérimenter comment se faire une tisane, comment se faire des petits DIY, de petits stickers inhalateurs aux huiles essentielles, par exemple, et autre chose. Voilà, donc je fais plein de choses. Et je recommande beaucoup tes ateliers parce qu'ils sont super denses, pédagogiques. Enfin, c'est très bien fait, très bien expliqué. Tu as vraiment ce côté hyper pédagogue. De toute façon, les gens vont le découvrir pendant la conférence. Et de toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo pour ceux et celles qui voudront découvrir tes ouvrages, qui sont pour moi des best-sellers dans leur catégorie, hein. Donc, je les recommande vraiment. Il y en a un que moi, j'aime beaucoup. Attends, je vais le chercher parce que je vous avais vraiment bien montré. Tadam. La Bible de l'herboristerie. Ouais. Moi, franchement, je l'aime beaucoup celui-là parce que justement, il y a le côté où tu disais le côté phyto, le côté aroma, le côté alimentation, le côté supplémentation aussi. Et c'est vraiment une Bible à avoir à la maison. Donc, je mettrai tous les liens de toute façon pour les gens qui ont envie de découvrir en tes ouvrages. Merci, Charles. Alors, par rapport à la phytothérapie, est-ce que peux nous faire un petit rappel sur la phyto? Qu'est-ce que c'est et comment on l'utilise? Quels sont les modes d'emploi? Rapidement, hein, avant qu'on attaque le vif du sujet, mais quand même pour pouvoir repositionner un petit peu la phytothérapie. Donc, la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes médicinales pour sa santé. Donc, comme je disais, que ce soit en prévention, quand tout va bien et que vous voulez que ça le demeure, ou du coup en accompagnement de thérapeutique. Ou aussi en traitement sur ce qu'on appelle la bobologie, donc sur des choses pas très graves, où on peut venir soigner une gastro avec les plantes, une angine avec les plantes, c'est possible. Donc la phyto, en fait, l'usage traditionnel le plus courant, ça reste la tisane. Néanmoins, la phyto, c'est aussi une discipline qui a connu des innovations, et donc aujourd'hui, on a plusieurs formes galéniques qui existent. Donc, les formes galéniques, ce sont des modes de présentation. Donc, on va avoir des plantes qui existent maintenant en gélules, qui existent en teinture mère, donc des macérations dans l'alcool de plantes. On va avoir les EPS, les extraits de plantes standardisés, qui sont des macérations sans alcool du coup. On va avoir les ampoules, on va avoir la poudre, on va avoir la gémothérapie qui est une sous-branche où on utilise les plantes quand elles sont encore tout bébés, en bourgeons, jeunes pousses ou radicelles, et qui ont c'est toute l'empreinte, tout le potentiel embryonnaire en fait de la plante qui est souvent bien plus grand et vaste que le potentiel thérapeutique d'une plante une fois qu'elle est adulte.
Et on va avoir aussi évidemment les huiles essentielles, les hydrolats ou eau florale, donc qui est le sous-produit de la distillation d'une huile essentielle, qui est très intéressant. Et puis, voilà. Et en plus de toutes ces plantes qu'on peut utiliser sous diverses formes, dans la phytothérapie et je dirais l'herboristerie, en fait, aujourd'hui, donc on a la phytothérapie européenne, en fait, nos plantes médicinales à nous, mais sous l'effet aussi, comme l'alimentation de la mondialisation, et bien maintenant, on a aussi des plantes de la pharmacopée chinoise, de la pharmacopée africaine, indienne, etc. Et donc, on utilise des plantes qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Et on va en plus utiliser bien d'autres produits naturels que sont par exemple les produits de la ruche, donc le miel, la propolis, la gelée royale, les produits de la mer, donc le magnésium marin, les algues. On va avoir aussi les champignons qui sont très intéressants. On va avoir aussi les fleurs de bac pour une action plutôt psycho-émotionnelle. Donc en fait, c'est assez vaste tout ça. Et l'idée, c'est que justement, c'est tellement vaste qu'il y a forcément une solution qui vous correspond et un mode de prise qui vous correspond. Et voilà, donc le but, c'est de vous montrer que la phyto, il y a des trésors pour quasiment, on dit toujours, on ne soigne pas tout, par contre, on accompagne tout. Et ça, c'est hyper important. C'est vrai. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux quand même faire un petit rappel aussi sur, bon, même si voilà, on peut tout accompagner, il y a quand même une notion de contre-indication et de danger qui sont possibles parce que on entend souvent hein, dans le discours des gens, oui, bon, ça va, c'est qu'une tisane. Non, ce n'est pas qu'une tisane, parce que dans la tisane, il y a de la plante, il y a de la phyto, il y a une action, il y a une synergie. Et donc, il peut y avoir des dangers, des contre-indications, même des interactions médicamenteuses. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, qui dit naturel ne dit pas anodin, d'accord? Donc les plantes, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes actifs dedans et ces principes actifs, ils sont métabolisés par votre corps. Donc c'est pour ça que ça va pas déjà chez tous les publics. Je pense à certains publics sensibles que sont les jeunes enfants, que vont être les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les seniors qui vont être polymédiqués, donc qui vont prendre plusieurs médicaments. C'est pas neutre. Et puis après, il y a certaines classes de médicaments qui vont venir entrer en interaction avec les plantes, soit parce que la plante, elle va faire pareil que le médicament. Donc, en fait, elle va venir se surajouter au médicament et potentiellement avoir trop d'effets, et ce qui peut être délétère, ou au contraire, interférer dans la métabolisation du médicament et en atténuer son effet. Donc, dans les degrés, en fait, on distingue deux choses. On va distinguer la précaution d'emploi de la contre-indication. Donc, une précaution d'emploi, ça va être par exemple l'insuffisance rénale. Quelqu'un qui est en insuffisance rénale, il ne va pas être en capacité d'excréter les produits de la même façon que toi et moi. Et donc, du coup, on va minorer les doses. Mais en soi, un insuffisant rénal, tu le traites comme quelqu'un qui n'est pas insuffisant rénal, mais on diminue par 2 les doses. Ça va être des choses comme ça. Alors que la contre-indication, c'est vraiment des choses strictes où on sait que, par exemple, la rhodiola, tu ne la donneras jamais sur un cas de bipolarité. Ou avec certains antidépresseurs chimiques, c'est niet. Donc, il y a des plantes où il y a précaution d'emploi et d'autres où c'est contre-indication. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que souvent, alors moi, dans mes livres, j'essaye le plus possible de les indiquer. Et c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup d'ouvrages de phyto, surtout les anciens ouvrages, ce n'est jamais stipulé. C'est pour ça que les anciens ouvrages, hein, moi la première, hein, ce sont des bibles pour moi et des grandes sources d'inspiration. Mais ceci dit, aujourd'hui, la science scientifique, les études, elles tendent à valider scientifiquement justement tous les usages empiriques, donc que les traditions séculaires et millénaires ont dit de certaines plantes. Voilà, on sait que telle plante, ça joue sur le foie parce que ça emprunte telle voie métabolique, etc. C'est éprouvé. Mais du coup, on prouve aussi que si on a des calculs biliaires, prendre ces mêmes plantes du foie, quand on a tendance à faire des crises de lithiase biliaire, c'est loin d'être recommandé. Donc, il faut, quand vous achetez des anciens bouquins, toujours acheter un bouquin un peu moderne, un peu à la page, qui va vous mentionner cela. Et après, pas forcément tout prendre non plus pour argent comptant. C'est pas parce qu'une plante, elle va être déconseillée sur tel ou tel terrain. Je vais prendre un exemple très concret. Le houblon, par exemple, qui est une plante qui a une petite action phytoœstrogénique. Donc, c'est une plante qui va mimer les œstrogènes, qui est une hormone sexuelle qu'on a. Mais aujourd'hui, on sait que, par exemple, les femmes qui ont des antécédents de cancers hormonodépendants, donc les cancers du sein, de l'ovaire et de l'endomètre, on leur interdit toute consommation de ces plantes-là.
Et donc, souvent, quand vous allez avoir des plantes œstrogéniques, donc c'est le cas du houblon, de la sauge, lactea grappe, etc., il y aura un grand attention, surtout pas ces plantes-là. En fait, c'est faux parce que moi, quand j'ai une femme qui est en pleine ménopause, qui est en bouffée de chaleur plus, qui a des gros soucis de sommeil, qui est irritable au possible, je vais justement lui donner du houblon. Ce qu'on considère, c'est que tu ne te fais pas un cancer en 3 semaines non plus et que ce qui compte, c'est de soulager ta patiente. Et donc, c'est sûr que sur cette femme-là, je vais lui en donner moins. Je vais lui donner que 2 gélules le soir et pas forcément davantage. Elle va faire des fenêtres thérapeutiques. Donc ça aussi, en phytothérapie, c'est un concept qui est important. La fenêtre thérapeutique, ça veut dire que vous allez prendre les plantes. Alors, soit en cure sur la durée de vos symptômes, vous avez un rhume, ça dure 7 jours, vous les prenez 7 jours et après on s'arrête. Soit quand vous voulez travailler un terrain, donc là, les bouffées de chaleur de la ménopause par exemple, vous allez prendre les plantes en cure en général, c'est soit 5 jours sur 7, donc on fait la semaine et pas le week-end, soit on fait 3 semaines par mois, donc on fait 3 semaines, on s'arrête une semaine, soit on fait 3 mois et pause un mois. Donc le schéma, on l'adapte selon la pathologie qu'on a à traiter. Mais dites-vous toujours que dans la santé, tout est toujours global et que un cancer, pour reprendre cette problématique-là, ça ne se fera pas que parce que j'ai pris du houblon. Il y aura votre alimentation, il y aura les émotions, il y Bien aura sûr. plein de choses. Voilà. Et donc, ce qui compte, c'est surtout de vous soulager. Et chez ces femmes-là, elles sont ce qu'on appelle en échec thérapeutique parce qu'il n'y a pas de stratégie médicamenteuse qu'on peut leur donner, en fait. Donc, leur gynéco, il va leur dire, bah, madame, il faut prendre votre mal en patience. Parce que la ménopause, chez certaines femmes, ça dure 10 ans. Donc si en fait, elle ne Un dort pas pal de pendant terre. 10 ans, et bah, tu as des effets qui sont beaucoup plus délétères de ces 10 ans d'insomnie que tu vas lui créer que de la soulager et d'améliorer son sommeil par du houblon qui est à la fois phytoestrogénique, qui va limiter ses bouffées de chaleur, qui est sédatif et qui va améliorer son sommeil et qui en plus joue sur la joie de vivre et la bonne humeur et va normaliser son irritabilité. Donc voilà, toujours avoir aussi un peu de recul sur ça et mais tenir compte qu'effectivement, il y a des à avoir et qu'il est important de se faire conseiller et de se faire conseiller par les bonnes personnes. Et souvent, on entend de demander conseil à votre pharmacien ou votre médecin, qui sont justement des professionnels de santé qui malheureusement sont souvent insuffisamment formés, puisque dans leur formation initiale, donc je ne leur jette pas la pierre, hein, parce qu'en fait, ils n'étudient pas ça dans leur formation initiale. Dans le cursus initial de médecine, il n'y a pas ça, ouais. Voilà, mais ni de pharma. En pharma, tu fais 20 heures de phyto, donc tu ne peux pas te prétendre phytothérapeute quand tu as fait 20 heures de phyto. Et donc souvent, bah, par principe de précaution, ces professionnels-là vont dire non, non, surtout pas. Mais c'est plutôt par ignorance que par réel danger ou risque. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est vraiment d'aller soit vers les naturopathes ou qui ont une formation initiale en phyto qui est quand même bien. Alors après, elle n'est pas toujours poussée selon les écoles dont ils sont issus. Et C'est c'est bien la que tu le première chose dises. de savoir. Et puis parfois, ils vont voir que 30 plantes, moi, j'en maîtrise plus de 500. Donc voilà, donc les phytothérapeutes, malheureusement, on ne court pas les rues. Moi, par exemple, je ne prends pas non plus de nouveaux patients parce que je déborde. Donc, il y a cette double problématique. Mais en tout cas, aller vers des bons bouquins ou des médecins, des naturaux, des phytos qui pourront vous personnaliser en fait au mieux votre petite prescription phytothérapeutique. Parce que la chance qu'on a aujourd'hui, quand même, c'est qu'il y a dans le corps médical, il y a des médecins qui s'ouvrent Oui, vraiment d'un point de vue médecine fonctionnelle, médecine intégrative, et qui se forment à la nutrition, à la phytothérapie, à l'aromathérapie, parce qu'ils ont compris que oui, il y avait un intérêt, que oui, ça fonctionnait, que ça pouvait être complémentaire. Donc, même si on n'en est pas encore à 50%, on va dire, en termes de taux en France, en termes d'applicatifs, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est en train de se créer depuis quelques années. Et ça, vraiment, c'est génial. Et c'est le concept même du sommet, hein, c'est de faire découvrir un peu toutes ces personnes qui s'ouvrent un petit peu aussi à tout ça. Et puis j'ai envie de dire aussi peut-être les herboristeries aussi, comme celle où tu étais, hein, le Palais Royal, où effectivement tu peux tomber sur des conseillères qui vont pouvoir te guider, qui vont pouvoir t'aider aussi dans ton choix. Mais effectivement, il y a beaucoup d'ouvrages, notamment les tiens, qui sont très bien faits, hein, où on retrouve beaucoup d'explications avec justement les précautions, les contre-indications éventuelles. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de oui, ok, je me tourne vers les plantes médicinales, je tente la piste parce qu'effectivement, ça marche, ça fonctionne. Et moi, je le vois dans mon quotidien aussi en tant que praticienne. Mais voilà, si j'ai une pathologie, si j'ai un trouble,
Si j'ai un syndrome, ben, j'hésite pas, voilà, à aller voir une naturo, une phytothérapeute ou trouver un médecin qui s'ouvre à la médecine fonctionnelle et intégrative et qui pourra me répondre à mes questions, éventuellement me guider Ouais. dans ce trouble ou cette pathologie que j'ai. Voilà, et donc tout en ayant, enfin, c'est pas parce que vous avez un suivi avec un naturo, un phyto qu'il faut ne plus avoir votre suivi médical. Il n'y a qu'un Oui, médecin qui peut poser un diagnostic, ça c'est important aussi. oui, Et nous, quand on travaille sur diagnostic, on travaille mieux en fait. Donc, bien parce que sûr. nous, c'est pas forcément notre travail que de le poser. Non, On n'a pas de pouvoir de prescription de bilan sanguin, de bilan d'imagerie. Et ça aussi, c'est intéressant de travailler avec ça. Donc, il faut vraiment garder ce suivi médical, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on prône la médecine intégrative et tout à fait. pas la médecine alternative. Alternative, c'est je fais autrement et donc du coup, je me coupe un peu de ça. Ce que je trouve personnellement dangereux en fait dans certains cas. Donc, vaut mieux être dans l'intégratif. Donc, effectivement, c'est à souligner que de plus en plus de professionnels de santé médicaux s'ouvrent à Ouais, cela, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Et après, effectivement, les boutiques, il y a des très bonnes boutiques bio où vous avez des naturaux dans les rayons. Dans les herboristeries aussi, vous avez des professionnels qui sont très compétents pour vous aiguiller sur quelle plante prendre, combien de temps la prendre, à quel dosage la prendre, tout à pour fait. pas être dans le mésusage à prendre trop sur trop longtemps. Et puis après, un truc tout bête, mais écoutez-vous aussi. Mm. Parfois, on va vous conseiller une plante avec toute la bonne volonté du monde, puis en fait, elle ne va pas vous convenir, ça va vous donner des troubles digestifs, une migraine, des démangeaisons. Bon, bah, c'est qu'elle ne vous convient pas, et ça, malheureusement, on peut le savoir qu'une fois qu'on teste. Donc là aussi, toujours on s'écoute. C'est hyper important d'être acteur de sa santé, et ça passe par une écoute du corps, dans l'écoute de ses symptômes, mais aussi dans l'écoute de son ressenti lorsque l'on prend un produit. On en revient toujours à cette reconnexion à soi, hein, tu vois. On en parlait Exact. dans l'autre conférence que tu animes aussi. C'est vraiment cette notion d'être connecté à soi et ses ressentis. Et des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Bah, il faut prendre le temps de s'écouter et de se dire, OK, peut-être que en fait, oui, je suis dans le bon instinct et qu'effectivement, ça me convient pas. Mm. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de t'embarquer un peu avec moi aujourd'hui dans un petit exercice que j'aime bien. C'est les trios de carreaux que tu proposes sur ton compte Instagram, que j'aime beaucoup parce que voilà, tu proposes des associations qui sont hyper utiles dans des troubles fonctionnels, dans des troubles métaboliques et qui vont quelque part avoir un impact sur des choses un petit peu plus euh, problématiques du style, par exemple, par tout ce qui va être lié au poids, au surpoids et aux troubles métaboliques. Donc, au niveau de ce sommet, hein, on a vu que, au travers des différentes conférences cette semaine, ça pouvait être multiple en termes de causes causales. Et donc, l'idée, c'est aujourd'hui que tu puisses nous guider un petit peu sur l'utilisation des plantes par rapport à différents troubles fonctionnels ou différents troubles métaboliques qu'on rencontre. Moi, j'aurais bien eu envie de commencer par quelque chose qui touche quand même beaucoup de femmes. C'est tout ce qui va être cellulite et rétention d'eau. Est-ce que tu peux nous donner ton petit trio de carreaux pour ce genre de problématique? Oui, alors juste avant un petit aparté pour aborder la question du poids, autant en Oui. phytothérapie, en tant que phytothérapeute, j'accompagne beaucoup, enfin tous les maux de santé avec des plantes. Mhm. S'il y en a un pour lequel c'est facultatif, c'est vraiment la question de la perte de poids. Parce que toutes ces plantes, brûle-graisse, coupe-faim, etc., il y a des effets qui sont montrés scientifiquement, mais ils sont toujours très mineurs. Donc, vouloir prendre des plantes sans retravailler l'équilibre alimentaire, etc., et là, je vous renvoie vers l'autre conférence qu'on avait faite ensemble, Mhm. c'est illusoire en fait. Donc la plante, elle peut cependant aider sur toutes les problématiques annexes qui se jouent dans le surpoids et Dans le l'obésité. poids. Donc, alors par exemple, la question de la rétention d'eau, tu l'abordes. 1 kilo d'eau, c'est 1 kilo sur votre balance. Donc effectivement, si vous avez une tendance, surtout chez les femmes, à cause de problématiques hormonales, à gonfler et à faire davantage de cellulite et de rétention d'eau, là, les plantes peuvent être utiles. Donc en soi, elles ne vous font pas perdre du poids, elles vous font perdre de l'eau. Et donc, c'est un retentissement bénéfique sur la balance. Donc, quand on veut traiter la rétention d'eau, en fait, on va donner des plantes qui sont à la fois des diurétiques. Donc, les diurétiques font vulgairement pisser l'eau en excès. Et en plus d'avoir ces plantes diurétiques, on donne des plantes qui sont un petit peu lymphotoniques, donc qui vont booster la sphère veineuse et lymphatique, parce que c'est surtout dans celle-ci que on fait cette rétention d'eau avec cet aspect des jambes en poteau, là, avec les chevilles un peu gonflées.
Donc, et puis parfois l'aspect un peu gondolé, de la peau d'orange, etc. Donc, dans les plantes diurétiques, on en a plusieurs. Une que j'aime bien, c'est le pissenlit. Alors, dans le pissenlit, il y a la feuille et la racine. C'est plutôt la racine que j'aurais tendance à vous conseiller parce qu'elle fait aussi une action hépatique. Dans la rétention d'eau qui est sous l'impact hormonal, dites-vous toujours que votre foie, c'est votre éponge de sang et c'est lui qui filtre tout notre sang et c'est lui qui a aussi pour rôle la détoxication et la filtration de tous les résidus hormonaux qui se jouent à chaque cycle. Donc, avoir une action hépatique, c'est toujours bien. Et la racine de pissenlit, donc elle a cette action hépatique et c'est en plus une plante diurétique, donc il y a une action dépurative rénale. Donc, elle joue sur la détox du foie et la détox des reins. Donc, ça va être très bien. On couple toujours avec ça une plante, donc pour le coup, qui est très diurétique. Donc, au choix, la queue de cerise, par exemple, qui est très bien. Vous avez aussi le chien-dent qui pourrait faire l'affaire. Je cite ces deux-là parce qu'elles n'ont pas particulièrement de contre-indications. Normalement, la plante phare de la cellulite, c'est la reine des prés. Mais la reine des prés, il ne faut pas être allergique à l'aspirine parce qu'elle contient de l'acide salicylique. Donc, voilà, comme elle a cette contre-indication, je la mets de côté. Et après, chaque fois qu'on donne des plantes diurétiques, diurétique, c'est-à-dire je vais faire beaucoup pipi. Mais le risque, c'est que quand vous urinez, vous n'urinez pas que de l'eau. Il y a aussi une fuite de minéraux. Donc, il est important de restaurer cette balance minérale, enfin de la maintenir. Donc, on donne toujours une plante reminéralisante qui est la prêle ou l'ortie. Donc, ma préférence va à l'ortie. Et donc, un petit trio racines de pissenlit, feuilles d'ortie et queue de cerise, ce serait bien. Du coup, pour la rétention d'eau, paradoxalement, il faut boire. Donc, en général, vous faites ça sur 1 litre de tisane. Alors, j'insiste sur la galénique tisane. Quand vous voulez lutter contre la rétention d'eau, il faut boire pour drainer. Et donc, les formes en gélule marchent nettement moins bien que les formes en ampoule qu'on se casserait dans 1 litre d'eau, que les formes en teinture mère qu'on viendrait diluer dans 1 litre d'eau ou que les formes en tisane. La tisane, elle a ma préférence parce que c'est là où vous allez doser davantage, donc vous aurez bien plus de principes actifs et donc d'efficacité à la sortie, et c'est généralement ce qui vous coûte le moins cher aussi. Donc là, l'idée, ce serait de se mettre, ce serait une petite poignée de queue de cerise, une cuillère à soupe de racines de pissenlit et une cuillère à soupe de feuilles d'ortie pour 1 litre. Et ce serait à faire plutôt en décoction. Donc la décoction, c'est quand on met les plantes dans l'eau froide dans une casserole, vous allumez le feu et vous montez à ébullition l'eau et les plantes en même temps. Une fois que ça va bouillir, vous allez laisser bouillir pendant 5 minutes parce que la racine de pissenlit et les queues de cerise sont des parties assez épaisses. Donc, il faut aller dénaturer la plante pour justement capter son principe actif. Au contraire des fleurs qu'on ne fait qu'en infusion. Donc, on fait bouillir pendant 5 minutes et une fois que ça a bouilli, vous retirez du feu, vous couvrez avec un couvercle et là, vous laissez reposer pendant 5 minutes, 10 minutes. On filtre, on jette les plantes et on boit son litre. Chaud ou froid, c'est à votre convenance et vous finissez toujours le litre avant 19h puisqu'en fait, vous drainez le corps la journée tant qu'il est actif. Jamais on va drainer le corps en soirée parce que sinon, on va faire justement pipi la nuit et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Si vous optez pour les ampoules, vous cassez 2 ampoules dans 1 litre. Et si vous optez pour les gouttes, ce serait 30 gouttes de chaque. Donc 30 gouttes de pissenlit, 30 gouttes de queue de cerise et 30 gouttes d'ortie dans votre litre à boire dans la journée. Et ça, vous pouvez en faire des cures 3 semaines par mois. Voilà, en parallèle d'un rééquilibrage alimentaire, etc., de massages localisés qui peuvent aider. Oui, on est bien d'accord que là, on est sur des outils supplémentaires qui vont venir Oui, c'est ça. C'est additionner des à outils. un rééquilibrage complet sur tout le reste, alimentation, exercice physique, hygiène de vie, bien évidemment. Voilà, toujours. Pour notre chère amie cellulite, tu proposerais quoi, toi? Est-ce qu'il y a des astuces, des choses en termes de plantes qui peuvent aider? En fait, cellulite, c'est de la rétention d'eau, donc ce serait un petit peu pareil. Après, Un dans petit la truc cellulite, sans il y huile a quand même... essentielle? Je gratte Ouais, un peu. allez. Mais après, je rebondis juste quand même, dans la cellulite, it, c'est le suffixe qui veut dire inflammation. Donc, il y a un côté inflammatoire. Donc, des plantes anti-inflammatoires comme le cassis, ça pourrait toujours être intéressant. La millefeuille pourrait être intéressante dans cette visée-là. D'autant qu'elle a un aspect progestatif, enfin phytoprogestatif, qui peut être intéressant dans cette régulation des problématiques hormonales quand on fait beaucoup de cellulite à l'approche de son cycle menstruel. Et après, localisé, on a effectivement des massages. Alors, dans les huiles essentielles qu'on dit lipolytiques, donc qui détruisent le tissu adipeux, on va avoir la grande must, c'est le cèdre de l'Atlas.
qui est une très très grande lipolytique. On va avoir des décongestionnants lymphatiques que sont par exemple le genévrier ou le patchouli ou le lemongrass qui sont très bien, ou le cèdre de Virginie. Et puis une que j'aime toujours bien mettre, donc l'idée ce serait de faire un trio, donc celle de l'Atlas, au choix une des autres que j'ai citées, va pour patchouli parce que ça sent bon. Et la petite troisième que j'aime bien, c'est le citron, l'essence de citron, parce que le citron, elle est un petit peu fluidifiante du sang, donc elle joue plutôt sur le côté veineux en fait, mais c'est une tonique cutanée. Donc le côté tonique cutané, il est intéressant pour affiner le grain de peau et voilà, il est très complémentaire du cèdre de l'Atlas qui a tendance à gommer un petit peu les aspérités, l'aspect celluliteux de la peau. Et l'huile végétale dans laquelle ça se dilue au mieux, c'est la calophylle, parce que la calophylle est à la fois anti-inflammatoire et à la fois circulatoire. Le truc, c'est que la calophylle, si les zones sont assez vaste à masser. C'est une huile qui est un peu épaisse et donc qui ne se prête pas très bien à du massage. Donc en fait, on la dilue elle-même dans de l'huile de macadamia, qui est une huile qui pénètre très profondément dans les couches inférieures de la peau et qui a en plus un côté circulatoire. Donc le petit mélange pour un flacon de 50 millilitres, vous faites une dilution au moins à 15%. D'accord. On a l'aspect circulatoire à partir de 7% de dilution d'huile essentielle dans une huile végétale. Quand vous êtes à 15%, vous avez l'action anti-inflammatoire. Donc, on serait bien sur ça. Après, quand c'est des zones très localisées, je pense à la culotte de cheval, voilà, on pourrait aller jusqu'à 20%. Faites pas davantage que 20%. Donc, 20%, alors si je fais plutôt un flacon de 100 millilitres, comme ça sera plus simple pour les calculs. Donc dans 100 millilitres, ça veut dire que je vais avoir 15 millilitres d'huile essentielle. Vous pouvez faire du coup à part égale, donc mettre 5 millilitres de cèdre de l'Atlas, 5 millilitres d'essence de citron, 5 millilitres de patchouli. Et ensuite, vous venez mettre, normalement, donc, vous pouvez mettre du coup 30 millilitres d'huile végétale de calophylle. Et du coup, ensuite, vous complétez jusqu'en haut de votre flacon avec votre huile végétale de macadamia. Quand on fait des mélanges, c'est toujours dans cet ordre-là qu'on procède. On met les huiles essentielles d'abord dans le flacon vide et ensuite on met les huiles végétales. On ferme, on homogénéise, toujours on vient étiqueter son flacon et ensuite on vient se mettre des petits sprays d'huile et on s'applique ça sur les zones en question. Merci Caro. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la sphère hépatique. Parce que la sphère hépatique, on peut y relier beaucoup de choses. Tout ce qui va être engorgement, tout ce qui est détoxination, tout ce qui est cholestérol, tout ce qui est triglycérides. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie-là? Oui, alors le métabolisme hépatique, donc du foie, il est fondamental justement dans la régulation du poids. Donc le foie, il intervient dans deux choses principalement dans notre corps. Donc dans la digestion, et principalement la digestion des graisses, vu que c'est lui qui va produire la bile, qui sera stockée dans la vésicule biliaire et qui sera distillée dans l'intestin grêle pour justement solubiliser toutes les matières grasses alimentaires qu'on avale. Et il a aussi un rôle de production du cholestérol, des triglycérides. Donc ça, c'est son rôle digestif. Et après, il a un rôle de détoxication de toutes les toxines. Donc les toxines, c'est tous les déchets qui sont issus de nos métabolismes, donc du métabolisme musculaire, etc. Et il va aussi détoxiquer les toxiques. Et les toxiques, c'est tout ce qui nous vient de l'extérieur, tout ce qui est exogène. Donc, je pense à tous les additifs alimentaires, toutes les molécules chimiques en fait qu'on va ingérer, mais également toutes les molécules chimiques qu'on va se mettre sur la peau et qui vont par dilatation des pores, en fait, rentrer aussi dans notre corps et via le sang. Tout ce qu'on va respirer aussi, tout ça, ça se retrouve dans le sang. Et le foie, on dit souvent que c'est une éponge de sang. En fait, il filtre tout ce sang. Et donc, il filtre pour le rendre, pour donner un sang qui va être moins visqueux, moins épais de toutes ces toxines et ces toxiques qui nous encrassent un petit peu. Et donc, sa voie privilégiée de détoxination, ça va être en complément de l'intestin par les selles, en complément des reins par l'urine. Et après, vous avez 3 autres émonctoires secondaires que sont la peau, où vous allez virer par la sueur, les boutons, les comédons, etc. Les poumons, où vous allez expirer sous le gaz carbonique. Ce sont les 4 voies de sortie qui utilisent donc 5 organes émonctoires. Le foie et les reins qui sont considérés comme primaires, ce sont les plus importants. Et ensuite l'intestin, et puis après les poumons et la peau. Donc, le foie, vu qu'il est
vu qu'il est primaire, justement, c'est primordial de prendre soin de la santé du foie. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'il est mis à mal. Parce que, alors, je rassure tout le monde, hein, le foie ne nous attend pas à nouer nos plantes pour faire sa détox. Hein, il l'a fait tous les jours, H24, tout le temps. Néanmoins, on sait aujourd'hui qu'avec les modes de vie qu'on a, dans les façons de nous alimenter, dans les types de graisses, de sucre qu'on apporte au foie, et puis aussi, les plus gros poisons du foie, hein, sont l'alcool et les médicaments. Donc aujourd'hui, tout le monde prend une pilule, des médicaments de façon assez quotidienne, chronique, tout le temps, sans faire la fenêtre thérapeutique. Avec les médicaments, c'est un concept qui n'existe pas malheureusement. Et donc, du coup, si de temps en temps, il y a une petite bière, un petit peu de vin rouge, un petit champagne, tout ça, on vient un petit peu nuire au foie. Et pour peu que viennent se greffer derrière des problématiques hormonales qui vont surcharger le foie dans ce rôle d'épurer le sang de tous ces résidus hormonaux, eh bien, on le fatigue. Donc le foie, il a 2 processus pour se réparer, parce que le foie, c'est un des rares organes, hein, Charlotte, où si on coupe un bout, il peut se régénérer. Donc il a des propriétés de régénération, de réparation hépatique. Et donc dans cette détoxication, enfin ce phénomène de détox, il y a deux mécanismes qui sont mis en jeu. Donc une première phase qui est plutôt assez toxique en fait finalement, parce que toutes les toxines se sont rendues un petit peu libres. Et puis après, il y a une phase de conjugaison qui va permettre de baisser le pouvoir inflammatoire et néfaste en fait de toutes ces toxines. Et donc l'idée, c'est d'utiliser des plantes qui jouent sur la phase 1 et sur la phase 2. Donc en général, mon petit trio pour le foie, ce serait une plante assez connue qui est par exemple l'artichaut, alors qui est assez amère, mais justement l'amertume est en soi un principe actif pour prendre soin du foie. Et aujourd'hui, la problématique se pose parce que dans notre alimentation, on mange surtout du sucré, du salé, de l'acide, et que la saveur amère est très peu représentée dans notre alimentation. Et donc artichaut, j'y couplerai le chardon-marie, parce que le chardon-marie joue sur la phase 2 du foie. Vous avez le curcuma aussi qui fait ça, mais qui ne se prête pas tellement à la tisane. Et après, c'est toujours bien... si vous le faites sur forme tisane, on pourrait à nouveau réutiliser mon pissenlit, que j'aime beaucoup parce qu'il va solliciter en même temps les monctoires reins, et donc c'est bien de le faire comme ça. Donc un petit trio avec de l'artichaut, donc c'est la feuille de l'artichaut, chardon-marie, faites plutôt la graine que la feuille parce qu'elle est plus riche en silimarine, son principe actif, et le pissenlit, donc plutôt la racine. Et vous feriez une petite décoction. Donc quand on travaille le foie, on travaille sur un demi-litre. On travaille sur un demi-litre, ça suffit. Et en général, on vous fait boire une tasse le matin et une tasse le midi avant les repas. On fait toujours boire bien chaud parce que la chaleur est en soi thérapeutique pour le foie, tout comme elle l'est pour les poumons. Donc, c'est vraiment les deux sphères où il faut toujours boire chaud. Et donc, vous feriez pour 50 centilitres, donc pour votre quantité pour la journée, vous mettriez une cuillère à soupe de feuilles d'artichaut, une cuillère à café de graines de chardon-marie et une cuillère à café de racines de pissenlit. Dans le demi-litre, c'était aussi une décoction, donc bouillir 5 minutes, infuser 10, on filtre et on boit bien chaud matin, bien chaud le midi, avant les repas. On fait ça pendant 3 semaines. Les teintures mères, alors, peuvent être intéressantes. Néanmoins, dans les teintures mères, il y a de l'alcool. Donc, ça peut être bien en cure d'entretien si votre foie n'a vraiment pas de problème. Typiquement, les cures de printemps. Le printemps, c'est au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, c'est la saison à laquelle il faut faire la détox du foie. Et donc, je prêche une convaincue. Et du coup, j'ai perdu mon fil. On pourrait faire pour quelqu'un qui va bien des teintures mères, donc à raison de 15 gouttes de chacune de ces teintures mères-là dans un verre d'eau, et toujours un verre d'eau tiède plutôt qu'un verre à température ambiante. Mais si vous avez vraiment un foie qui ne va pas bien, je pense à la cirrhose, à l'hépatite, à des grosses problématiques de foie, on est plutôt sur des formes sans alcool. Donc on peut avoir la gélule, on peut avoir l'ampoule, ou on peut avoir les EPS qui peuvent être des bonnes stratégies à utiliser. D'accord. Qu'est-ce que tu penses au printemps de la sève de bouleau fraîche? Alors, je suis grande partisane. Je fais moi-même ma cure tous les ans. La sève de bouleau, en fait, il y en a 2. Donc, il y a la fraîche et puis il y a la lactofermentée. Donc, toutes les 2, elles vont être dépuratives du foie et des reins. Elles vont apporter, c'est le gros avantage, beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, d'enzymes qui vont permettre une biodisponibilité, une assimilation de ces minéraux de façon assez facile pour l'organisme.
C'est relativement facile à prendre puisque c'est un verre de 15 centilitres qu'on se boit pendant 20 jours, donc votre bidon de 3 litres. Après, il y a une spécificité, c'est celle de la lactofermentée. En fait, votre fraîche, quand vous l'entamez, normalement, vous devez la conserver au réfrigérateur. Mais comme vous devez boire votre verre le matin à jeun, vous allez boire quelque chose de froid. Or, j'ai dit justement que la chaleur est thérapeutique pour le foie. Et boire quelque chose de froid à 4 degrés du frigo, c'est pas une bonne idée le matin au réveil. Donc, du coup, quand vous buvez vos gorgées, il faut les garder un petit peu en bouche pour les remettre à température avant d'avaler. Ou alors, tu verses dans ton verre un petit 15 minutes, 10 minutes avant, tu verses dans ton verre et Oui, il y en tu… a même qui font la veille au soir. En fait, tu peux le mettre la veille au soir, tu laisses la nuit et tu bois le lendemain. Sinon, quand vous achetez la lactofermentée, elle a séjourné dans des cuves pendant plusieurs mois. La lactofermentation, ça décuple en fait cette teneur en oligo-éléments minéraux, en enzymes, et donc ça va être très bénéfique pour l'organisme. Et du coup, vous pouvez la garder à température ambiante. Donc, moi, je suis très pour, justement pour les gens un peu feignants qui ne voudraient pas se faire le demi-litre de tisane, voilà, où c'est compliqué. Bon, ils s'achètent leur petit cubi, là, et c'est On va facile. pas se mentir, c'est vrai que faire des décoctions, des fois, quand tu as un rythme effréné, tu peux passer à côté de ta décoction sur un jour sur deux, quoi. Après, Charlotte, pour le coup, j'ai un mode de vie effréné et c'est un J'ai pied à l'habitude prendre. d'apprendre, c'est ça que tu vas me dire? Oui, parce que moi, tu vois, j'ai mon thermos là qui fait 50 centilitres. Ma tisane, tous les jours, je la fais. Et j'ai les gamins à préparer le Mais matin. toi, tu es mon idole, toi. Moi, tu vois, j'arrive pas forcément tous les jours à le faire. Mais c'est un pli à prendre. C'est sûr que si tu attends devant ta casserole, eh ben, ça prend 20 minutes. Mais il faut le faire en temps fictif. Moi, je me lève le matin, premier truc que je fais, direct, cuisine, casserole, l'eau froide, les plantes. Pendant que ça va bouillir, je vais aller m'habiller, je prépare les petits, etc. Quand j'entends que ça bout, je chronomètre pas 2 minutes ou 5. Parfois, ça fait plus. Hein. C'est pas grave. Plus vous extrayez, et mieux c'est. Hein. Plus vous êtes principe actif. Donc, il n'y a pas de danger à aller davantage. On retire du feu, on couvre, et pendant que ça infuse, je continue de me préparer, faire mon sac, etc. Et ensuite, j'ai juste thermos, j'ai l'entonnoir, la passoire, je filtre, et c'est fait. Donc, si tu le fais en temps fictif, c'est-à-dire en faisant autre chose à côté, la tisane, ça peut être un truc hyper ancré dans ta routine. Hein. Et tu peux la préparer aussi la veille au soir. Mais moi, j'aime pas parce que je préfère la boire chaude, et du coup, si tu la fais la veille au soir, elle est un peu tiède en C'est journée. vrai. Voilà, donc Merci pas pour d'excès. ces conseils. Alors, merci Et beaucoup. du coup, pour cette tisane-là, Ouais, eh ben, elle travaille les excès de cholestérol, les excès de voilà. triglycérides, la fameuse NASH, là, la stéatose non alcoolique, Le donc syndrome du foie gras. voilà, le syndrome du foie gras. Donc ça va retravailler tout ça. À savoir que quand vous travaillez votre foie, vous améliorez aussi en général votre sphère veineuse. Donc on a un meilleur retour sanguin. Toutes les problématiques hormonales aussi s'améliorent. Il y a les gens qui font beaucoup d'acné hormonale vont en avoir moins, qui ont des syndromes, enfin avec des règles très douloureuses, tout ça vont en avoir moins. Donc voilà, avec cette tisane, vous avez une action assez globale. Après, sachant que là, on parle que des plantes, Charlotte, mais en micronutrition, il y a plein d'autres choses qui aident Bien aussi sûr. le foie. Je pense à l'acide alpha-lipoïque, au sélénium, aux oméga 3, au coenzyme Q10. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire sur ça. Donc là, pour le coup, en santé naturelle, on n'est pas On n'est pas dépourvu. démunis. Ouais, voilà, on n'est pas démunis, effectivement. Il y a de quoi faire, effectivement. On a parlé de notre ami le foie, et moi j'aimerais bien parler de notre ami l'intestin, de notre cher ami aussi microbiote intestinal, parce qu'on le sait aujourd'hui que voilà, des problématiques digestives, elles peuvent aussi avoir un lien dans la notion de poids, surtout quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, qui s'appelle la candidose, avec cette prolifération de notre ami le candida albicans. Est-ce que tu aurais un trio à nous conseiller pour ces problématiques digestives et ce cher microbiote? Alors, dans le microbiote, il y a aussi, avant de parler de lui, il faut parler de sa paroi. En fait, on Oui. parle dans la candidose, dans tous ces troubles du microbiote, il y a aussi la fameuse perméabilité intestinale ou syndrome de l'intestin poreux. Euh,
qu'il y a à prendre en compte. Donc là, pour le coup, le truc le mieux qui marche, c'est pas tellement une plante, c'est plutôt un micronutriment qui est la L-glutamine, qui est un acide aminé qui prend soin de cette porosité, parce qu'il faut bien vous dire que quand vous allez taper sur votre candidat, si vous ne l'avez pas... Du candidat, en fait, on en a naturellement dans le corps, Bien c'est sûr. normal, c'est physiologique. Le problème, c'est quand il prolifère trop, en fait, et qu'il va avoir tendance à dominer au profit enfin, au détriment de la flore bactérienne, parce que les populations de champignons, de levures et de bactéries, normalement, vivent en symbiose. Et là, ben, la symbiose est rompue, c'est la dysbiose. Et donc, il faut ramener ça. Mais si tu n'empêches pas ton candidat de s'infiltrer par les brèches de cet intestin poreux, et ben, en fait, ta stratégie, elle est, à long terme, en fait, elle ne tient pas. Ouais. Donc, la glutamine, je dirais que dans beaucoup de troubles digestifs, elle sera toujours intéressante, d'autant qu'on sait que la glutamine, elle joue aussi sur l'hormone de croissance, qui est une hormone chef de file dans la régulation des troubles du poids. Ça joue aussi sur le métabolisme du sucre, ça joue dans ses précurseurs du GABA, qui est le neurotransmetteur inhibiteur dans le système nerveux et qui permet de calmer, de bien dormir. Et on sait, on en reparlera plus tard, que les troubles du sommeil impactent aussi. Donc, glutamine, elle va en gros dans beaucoup de troubles digestifs. Pour lutter contre la candidose, il faut des plantes antifongiques. Donc, une qu'on trouve plutôt sous forme de complément alimentaire en gélule qu'en tisane en tant que telle, c'est la berbéris. Berbéris, j'aime beaucoup parce qu'elle retravaille le métabolisme des sucres et on sait que la candidose se nourrit beaucoup de sucre. D'ailleurs, c'est une des évictions alimentaires à adopter quand on fait un régime anti-candidat. Et donc, elle retravaille ça. Elle a une action antifongique, elle a une action qui prend soin du microbiote en général. Elle a aussi une action hypoglycémiante et qui va limiter la résistance à l'insuline. Dans les troubles digestifs, voilà, toute cette graisse abdominale, si on a des troubles digestifs et qu'en plus on a une résistance à l'insuline qui est forte, et ben on aura tendance à prendre de l'embonpoint au niveau abdominal et à faire plus de graisse viscérale. La berbérine, elle joue en fait sur le métabolisme des sucres, le métabolisme des graisses et elle va éviter la résistance à l'insuline. Donc, elle a un petit peu tout bon à être mise dedans. Si on voulait prendre une tisane en fait anti-candidose, on y met toujours le lapacho. Lapacho, c'est une plante d'Amérique latine qui est donc c'est l'aubier de l'apacho, qui est la seconde écorce, qui a une action antifongique, mais aussi antibactérienne. C'est une action anti-reflux gastro-œsophagien aussi quand vous avez des remontées acides. C'est une plante de l'immunité, c'est une immunomodulante. C'est une plante assez géniale pour ça. Vous avez après, tout bêtement, on pourrait citer le thym. Le thym a une action antimicrobienne générale, large spectre, et donc à même de taper sur la candidose. Et puis, ça pourrait être aussi l'ail des ours, donc une tisane avec ail des ours, thym et lapacho. Vous avez une action un petit peu antifongique, antimicrobienne, mais tout en étant eubiotique. Donc eubiotique, ça veut dire que ça respecte la bonne vie, donc le bon microbiote. Et, et ça peut aider. Donc après, dans les autres produits de santé naturelle, vous avez l'extrait de pépins de pamplemousse qui est très intéressant. Vous avez l'acide caprylique qui est extrait de la noix de coco qui a cette Ouais. action antifongique. Donc souvent, vous avez des complexes qui sont proposés par plusieurs laboratoires à visée anti-candidose. Et ces complexes, ils sont toujours à prendre avec une glutamine et avec une réforme alimentaire qui soit adéquate. Tout à fait. Et après, pour parler du microbiote en tant que tel sans candidose, donc là, si vous avez des troubles du transit à type d'alternance, d'un coup de diarrhée, un coup de constipation, la porosité intestinale, généralement, elle est derrière, donc glutamine vous fera du bien. Mm. Et après, donc il faut réensemencer aussi ce microbiote. On a montré que le microbiote des gens en situation de surpoids ou d'obésité, il était très carencé déjà en diversité de souches. D'autant plus pour les gens qui sont nés par césarienne, qui n'ont pas pu être allaités, où on sait qu'ils partent déjà avec un microbiote qui sera plus propice à générer des diabètes de type 2, de l'embonpoint abdominal et donc du surpoids et de l'obésité. Et la souche qui a été la plus investiguée sur ça et prometteuse, c'est le Lactobacillus gasseri, que vous trouvez sous forme de gélules, où en fait les intestins d'obèses sont complètement dépourvus de cette souche-là, alors que les gens qui sont très minces en ont beaucoup. Et effectivement, on voit une amélioration. Alors là aussi, ce n'est pas un remède miracle, ça s'inscrit dans une prise en charge globale, mais 3 mois de supplémentation de Lactobacillus gasseri, ça permet de diminuer la graisse viscérale et abdominale.
À l'inverse, le Lactobacillus acidophilus Oui. serait plutôt à éviter chez ces populations-là. C'est vraiment la souche à plutôt ne pas prendre. D'où l'intérêt de faire très attention dans le choix des souches de probiotiques, prébiotiques qu'on va prendre. Mm, C'est pas genre juste je rentre dans une pharmacie et je prends le premier probiotique qui me vient sous la main, quoi. c'est ça. Et après, pour compléter rapido sur cette histoire de résistance à l'insuline et aborder aussi la question du prédiabète, de la glycémie, du sucre et du Ouais. diabète en tant que tel. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est voilà, malheureusement assez industrielle et avec beaucoup de sucre avec des index glycémiques qui sont très très hauts et qui en fait mettent à mal le pancréas qui doit tout le temps sécréter de l'insuline, qui est l'hormone chargée de faire entrer le sucre dans les cellules pour maintenir l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est les teneurs en nutriments dans le sang, et donc le glucose, qui est le sucre, il a un niveau à 1 gramme par litre, il ne doit pas dépasser. Donc chaque fois que vous amenez du sucre et qu'il se diffuse dans le sang, l'insuline est mise à contribution pour le faire rentrer dans les cellules. Ce faisant, l'insuline, ce sucre qui rentre dans les cellules, est pour une partie transformé aussi en graisse. C'est pour ça que les régimes sans sucre sont beaucoup plus efficaces pour perdre du poids et de la masse grasse que les régimes pauvres en graisse, finalement. Donc, il faut retravailler la qualité des sucres qu'on va manger, retravailler l'index glycémique. Mais les plantes qui peuvent être intéressantes en tisane, mon trio, ce serait l'olivier, parce que l'olivier, il a ce rôle hépatique, il a ce rôle hypoglycémiant, il a aussi ce rôle hypocholestérolémiant et anti-hypertenseur. Donc l'olivier joue sur ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Syndrome métabolique, c'est quand vous avez au moins 3 des 5 symptômes suivants, donc prédiabète ou diabète, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, surpoids abdominal et hypertension. Donc, si vous en avez 3 sur 5, vous avez un syndrome métabolique. Syndrome métabolique, c'est une maladie de civilisation. C'est clairement juste dû à notre façon de nous bouger, de nous alimenter. Et donc, l'olivier, il a cette action assez géniale d'agir sur les 3. Donc, c'est cool. J'y couple toujours la feuille de myrtille, que j'aime beaucoup parce que c'est une vraie hypoglycémiante et qui baisse justement cette résistance à l'insuline. Et la feuille de gymnéma. Gymnema sylvestris, Elle est top. voilà, c'est une plante alors, qui nous vient de l'Ayurveda, de la médecine traditionnelle indienne. Et c'est une plante en Ayurveda, on dit qu'elle est rasayana, c'est-à-dire qu'elle est régénérante. Et je pèse mon mot, mais normalement, le pancréas, il ne peut pas se régénérer. Et ben, le gymnéma, on a montré que justement, dans des cas de défaillance en fait, pancréatique assez sévère, Ouais. et ben, il pouvait en fait ramener un fonctionnement pancréatique optimal. Donc, amener de la gymnéma, c'est toujours bien parce que quand on a un prédiabète là, qui nous pend au nez, soit parce que déjà on a une hérédité et puis qu'on a une hygiène de vie qui n'est pas la plus adéquate, c'est vraiment très intéressant. Donc là aussi, un trio à part égale, gymnéma, olivier, myrtille, feuille, pas la baie. La baie, c'est bien pour les yeux et la diarrhée, mais pas pour le sucre. Euh, donc c'est la feuille. Et tu vois, c'est là où c'est important que tu le précises, et c'est là où on rejoint le début de la conférence sur la notion des plantes et de faire attention justement à qu'est-ce qu'on sélectionne comme typologie dans une seule et même plante, en fait, parce que ben, la baie, elle va pas avoir le même effet que la feuille, quoi. C'est ça. Donc, du coup, là aussi, un trio à part égale et on prend 2 cuillères à soupe de ce mélange dans un demi-litre d'eau froide, bouillir 2 minutes, infuser 10. Et là, on prend une tasse avant les 2 principaux repas. Donc, c'est plutôt en général le midi et le soir, en cure de 3 semaines par mois. À savoir qu'il y a dans les prises de sang classiques pour évaluer ce risque de diabète ou cet équilibre du diabète, on dose en général la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, qui est indiquée HbA1c sur votre bilan sanguin. Ce sont des facteurs qui sont largement insuffisants dans la prévention primaire du diabète, donc avant qu'il n'arrive. Et quand vous faites gaffe à ce que vous mangez, vous faites du sport, vous n'arrivez pas à perdre du poids, et vous ne comprenez pas, alors c'est difficile de se le faire réclamer par le médecin, mais il faut, c'est aller se faire doser l'index HOMA, H-O-M. C'est ça. Et HOMA, il est beaucoup plus prédictif de votre risque de faire en fait ce qu'on appelle de l'intolérance au glucose, qui est en fait ce prédiabète-là, parce que le diabète est une maladie très insidieuse qui s'installe très progressivement. Et une fois qu'elle est là, c'est vraiment une tannée, quoi. Donc, vaut mieux prendre les devants. Et en complément alimentaire, quelque chose qui est très bien, c'est le chrome.
Ouais. Et en épice, la cannelle. Mettez de la poudre de cannelle un petit peu partout parce qu'elle a cette action hypoglycémiante. Voilà un petit peu pour ce contexte. Merci Caro. Et moi, j'aimerais qu'on aborde aussi toute la partie, si tu es OK, hormonale, donc tout ce qui va être lié à la ménopause, au SOPK, mais aussi à tout ce qui est troubles thyroïdiens. Bah là, c'est vaste. Là aussi, il y a pas mal d'errance médicale en termes de diagnostic. Combien de fois j'ai des médecins qui dosent une TSH, c'est tout, et qui disent bah, tout va bien, alors qu'en fait, non, ça va pas, et on ne peut pas juste objectiver avec une TSH. Donc là, en général, c'est plutôt quand vous êtes en profil hypothyroïdien que vous avez une tendance au surpoids. Après, il y a des gens qui sont de base hypothyroïdiens, qui vont être trop médiqués et qui vont faire hypo, hyper, hypo, hyper. Ça, c'est très brutalisant pour l'organisme aussi. Donc, il faut vraiment équilibrer. Notre grosse valeur limitante, enfin facteur limitant, c'est le lévothyrox, c'est les médicaments en fait. C'est que nous, nos plantes, elles vont agir en plus, quoi. Donc, c'est compliqué. En première intention, en tout cas, quand vous venez d'être diagnostiqué, à savoir qu'un diagnostic, il se confirme en fait à 3 mois. On fait des premiers dosages, on fait un peu un remaniement de l'hygiène de vie, puis on refait un autre dosage pour être sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a tôt fait de vous donner un lévothyrox si on vous le donne à vie, en fait. Donc, c'est compliqué. Mais en général, nous, ce qu'on va donner, ça va être des algues marines, en fait, le fucus, les laminaires, qui sont des sources d'iode. Donc, l'iode étant un des carburants de la thyroïde pour produire la T3 et la T4. Donc, la T4 étant une hormone inactive qui se transforme en T3 grâce à des cofacteurs que sont la B9, le sélénium, le zinc, le cuivre, dont on est parfois déficitaire. Et c'est pour ça, là aussi, que ça m'énerve quand je vois qu'une T4 sur un bilan sanguin et que je n'ai pas une T3. La T4, je m'en fous. Enfin, T4 toute seule ne veut rien dire. Donc, Et la T3 est importante. En fait, on fait le dosage TSH et il faut rajouter derrière la T3 quand même pour avoir beaucoup plus de T3, visibilité. T4 et même T4 et les cofacteurs. voilà, et puis même aussi les anticorps Anti-TPO, anti-thyroperoxydase ouais. parce qu'ils sont les deux anticorps qu'on dose en fait indiquent si c'est la maladie auto-immune, la maladie d'Hashimoto dans l'hypothyroïdie ou la maladie de Basedow dans l'hyper, parce que la prise en charge elle va un peu différer quand même. On ne prend pas en charge une hypothyroïdie frustre, donc la classique, comme une hypothyroïdie auto-immune. Et donc les algues marines, je dirais, c'est la première des choses à faire. Et puis, donc, axer sur les sources alimentaires d'iode et arrêter toutes les sources de soja, de patates douces et de crucifères, donc tous les choux, brocolis, etc. Parce que ce sont des aliments qui sont dits goitrogènes. Ce sont des aliments qui séquestrent l'iode et qui vont empêcher son utilisation par la thyroïde. Et après, dans tout ce qui est plutôt hormonal, gynéco, donc le SOPK, l'endométriose, le fibromes, tout ça, qui vont avoir la ménopause, qui vont avoir des retentissements aussi sur la capacité à perdre du poids et surtout ce surpoids abdominal. Là, toujours avoir une action hépatique, donc le chardon-marie, qui est généralement la plante de base. Et après, avoir une action, je dirais vraiment à proprement parler, hormonale. Dans l'endométriose, le fibrome, le syndrome prémenstruel, on est plutôt dans une hyper-œstrogénie. Donc, on va plutôt axer sur les plantes progestatives, donc le gâtillier, l'aquilée millefeuille, l'alchimie. On sera plutôt là-dessus. Dans le SOPK, c'est une surdominance des androgènes, donc les hormones sexuelles mâles. Donc, elles ont la testostérone au taquet et elles ont au contraire les hormones sexuelles féminines qui sont effondrées. Donc là, en fait, on a plutôt on axe avec des plantes justement anti-androgènes, donc qui vont éviter cette transformation de la testostérone en DHT, en dihydrotestostérone, qui est néfaste sur les cheveux. C'est pour ça qu'on a ces petites alopécies androgéniques, sur la pilosité, sur donc, cette tendance à l'embonpoint, etc. Et donc là, ça va être le sabal, ça va être la racine d'ortie, qui vont être très bien. Et on les couple avec du bourgeon de framboisier. Ouais. Bourgeon de framboisier en gémothérapie, c'est un grand régulateur des hormones et qui va normaliser en fait toute la fonction ovarienne pour remonter un petit peu les statuts en oestrogène, en progestérone et permettre du coup de ralentir de diminuer la longueur des cycles. Parce qu'en SOPK, vous avez des cycles qui sont très très longs, donc avec des ovulations qui sont peu nombreuses. Ça nuit évidemment à la fertilité, vous vous en doutez. Donc voilà, là aussi, prise en charge très globale. Donc la tisane, ce sera bien
pour avoir cette action mécanique de drainage, les bourgeons pour réguler le terrain, et après revoir là encore l'hygiène de vie, l'alimentation, tous les perturbateurs endocriniens, la cosmétique, les produits ménagers à la maison, ça faut faire un gros tri. Donc là encore une approche très globale à avoir. Très holistique, ouais, très importante. Est-ce qu'on peut terminer sur tout ce qui va être de l'ordre de la sphère du stress, de la dépression, des compulsions de grignotage que ça va pouvoir amener, et puis éventuellement les troubles du sommeil aussi. Tout ça, c'est un peu lié quand même parce qu'il y en a un qui va activer l'autre, vice-versa. Donc, qu'est-ce C'est que ça. tu conseillerais dans ces cas-là? Donc, en fait, ce qu'il faut éviter quand on a trop de stress, c'est que trop de stress va solliciter énormément nos glandes surrénales qui vont produire beaucoup de cortisol, qui est notre hormone de stress, donc qui, je le rappelle, n'est pas néfaste, parce que sans cortisol, on ne se relèverait pas le matin, on ne ferait rien de notre journée. Donc, c'est C'est plutôt clair. une hormone qui nous donne la patate et l'envie de démarrer, couplée à la dopamine dans le cerveau. Le problème, c'est quand on en produit trop et trop tout le temps, en fait, quand ça devient chronique. Et en fait, ça va aussi avoir des impacts sur l'insuline qu'on va tout le temps produire et donc qui va favoriser cette résistance à l'insuline, ce surpoids abdominal, etc. Donc, pour calmer tout ça, là déjà vous, hein, sans avoir même à prendre de plantes, mais je le disais dans l'autre conférence sur le développement personnel, des lectures un peu inspirantes, des façons de voir la vie qui sont différentes, voire des thérapies comportementales et cognitives ou des thérapies psy diverses et variées, celles qui vous convient, comme toujours, c'est ça l'important, peuvent aider. Et après, quelque chose que j'aime beaucoup, on reste dans la gémothérapie. Donc les bourgeons, c'est le bourgeon de figuier. Le bourgeon de figuier va avoir tendance à calmer toute la sphère nerveuse neurovégétative, donc tout le système nerveux sur lequel on n'a pas de prise consciemment. On ne peut pas décider d'un coup de ne pas se faire des tachycardies émotionnelles, on ne peut pas décider de ne pas suer d'un coup sous le coup du stress, on ne peut pas décider d'avoir les mains moites. Voilà, tous ces mécanismes-là, le bourgeon de figuier, il détend, il apaise. Donc, il est neutre sur le tonus, ça permet d'être pris le matin, le midi, l'après-midi, le soir, voilà. Ça a le goût de figue, donc c'est plutôt très bon. Et en plus de réguler ça, c'est le grand bourgeon aussi des contrariés et des nerveux qui vont se faire du reflux gastro-œsophagien à cause du stress. Et c'est le bourgeon de la régulation du comportement alimentaire. Donc tous les gens qui vont avoir tendance à avoir des compulsions alimentaires réconfortantes, donc là encore, je le disais dans la première conférence, c'est pas forcément quelque chose à bannir que l'alimentation est émotionnelle. C'est juste à conscientiser, surtout, savoir quel type d'émotion il y a derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que de me réconforter que l'alimentation? Et surtout, à quelle fréquence je me réconforte, à quel dosage, et est-ce que ça a un retentissement ou non sur ma santé? Mais du coup, le bourgeon de figuier est plutôt pas mal parce que quand vous avez envie de prendre un gâteau, mais pas de vous dégommer tout le paquet de gâteaux, bourgeon de figuier, il amène de la tempérance, de la modération pour calmer tout ça. Donc, quand vous êtes très stressée, nerveuse, anxieuse, à fringaler, à avoir des troubles du sommeil, à type de rumination mentale, parce que vous refaites votre film, vous anticipez la journée de demain, etc., bourgeon de figuier, c'est vraiment le bourgeon de la détente et de l'apaisement. On peut évidemment le coupler avec d'autres plantes qui ont ces effets d'apaisement dans la journée, mais aussi dans la soirée. Je citerai la mélisse. La Ouais. mélisse, on a montré qu'elle avait une petite action antidépressive, donc elle joue sur le moral, la joie de vivre et l'humeur. C'est une plante digestive et qui harmonise la relation intestin-cerveau. Elle est anti-stress, anti-déprime dans la tête et très antispasmodique dans le ventre. Dieu sait que les stressés et les anxieux digèrent mal parce qu'ils sont toujours dans cette activation du système sympathique. Et on digère bien qu'en état parasympathique, donc en état de détente. Je mettrai aussi la passiflore. La passiflore, c'est la plante qui débranche le mental, quoi. Donc, quand on est trop soucieux, trop contrarié, trop nerveux, trop à ruminer, elle a un petit effet sédatif, mais qui sera compensé par ma petite troisième, qui est l'éleutérocoque. C'est très important quand on est stressé et que ce stress il est chronique, d'avoir recours à des plantes qu'on dit adaptogènes. Une adaptogène, c'est une plante qui aide votre corps à s'adapter face au stress et donc qui est un booster à la fois physique, à la fois intellectuel et à la fois immunitaire, puisqu'on sait que les stressés dépriment aussi leur immunité. Ils tombent plus facilement malades que Ouais. des gens qui ne sont pas stressés. Donc un trio avec l'éleutérocoque, la mélisse et la passiflore. On pourrait, si la passiflore est un peu trop sédative pour vous, mettre plutôt l'aubépine aussi, qui est une très bonne plante. Oui. Si vous avez des manifestations physiques à type de palpitation cardiaque ou d'hypertension émotionnelle, l'aubépine se prête très bien à ça. Et cette tisane-là, elle serait assez globale pour réguler cette suractivité des surrénales, calmer
tout cet emballement qu'on a à la fois physiquement et émotionnellement, soulager la digestion et améliorer le sommeil. Et donc avec les petites gouttes de bourgeon de figuier pour renforcer ça et là si besoin, c'est très bien. L'aromathérapie fait aussi des trésors là-dedans pour soutenir les surrénales, pour apaiser le stress, pour apaiser le sommeil. L'épinette noire. Voilà. Donc en général, épinette noire et Ravinsara, c'est le binôme inconditionnel. Donc je vous invite à faire plutôt des petits roll-on parce que c'est très pratique d'utilisation. Ouais, Vous mettez 60 gouttes d'épinette noire, 60 gouttes de Ravinsara dans un petit flacon de 10 millilitres. c'est Vous génial. complétez avec de l'huile de noyer d'abricot ou de jojoba, enfin n'importe laquelle. Vous mélangez et ça, vous venez vous l'appliquer tous les matins au réveil sur les surrénales, donc dans le dos, là où je sens plus mes côtes flottantes, de part et d'autre de la colonne. Sinon, vous pouvez aussi en mettre sur les avant-bras quand c'est compliqué. Et ça, vous le faites le matin au réveil, vers 11h et 14h. On ne vient jamais soutenir ces surrénales après 16h, parce qu'après 16h, elles ne bossent plus, elles sont Voilà, au repos, sinon ça peut nuire au sommeil. c'est Mais ça. le Ravinsara, c'est une neurotonique, donc qui va être plutôt dynamisante en journée, elle sera plutôt calmante en soirée, mais qui calme un peu les suremballements. Et l'épinette noire, en fait, soutient la production de cortisol pour pas épuiser en fait vos surrénales. Par l'olfaction, on peut utiliser le petit grain de bigarade, la lavande fine, la marjolaine à coquille, qui sont des très bonnes huiles essentielles calmantes. La camomille romaine aussi, qui est un peu plus onéreuse, mais qui se prête bien en petit massage sur le plexus solaire, plutôt qu'en diffusion, parce que justement, elle est chère. Hmm. Là-dessus, il y a vraiment plein de choses. On peut cumuler un peu plusieurs voies. Volontairement, ici, je n'indique pas des modes d'emploi, parce que si vous êtes enceinte, ça ne va pas forcément, etc. Mais Ça. on peut avoir des voies orales, des voies par le massage, des voies par l'olfaction et la diffusion atmosphérique dans la pièce. Et puis après, comment ne pas parler du magnésium dans les minéraux et la micronutrition, le magnésium, c'est le régulateur du système nerveux. Que vous ayez des troubles du stress, de la dépression, des troubles du sommeil, le magnésium, c'est le premier truc à prendre. Magnésium et oméga 3 et vitamines du Deux groupe B, ensemble. ce sont Hmm. les 3 nutriments de la cellule nerveuse. Et Dieu sait que quand vous êtes stressé, vous carburez un max de vitamines du groupe B, un max de magnésium, et qu'en général, on n'a pas toujours l'alimentation adéquate en faveur d'un ratio oméga 3, oméga 6 qui soit convenable. Donc la supplémentation en oméga 3 aide aussi. Et, euh, et voilà, donc ce sont des pistes, mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire en phyto, en micronutrition, en gémothérapie, en aroma pour accompagner là-dedans. Et force est de constater que tous les patients qui ont des problématiques de poids, sous le coup du stress, sous le coup des troubles du sommeil, etc., dès lors qu'on a cette approche causale, eh bien, on va arriver à lâcher des kilos parce Hmm. qu'on aura amélioré eh bien, ce terrain du stress, ce terrain de la déprime, de l'anxiété, de la dépression. La griffonia, pour finir, c'est une plante très intéressante parce qu'elle a cette action sérotoninergique. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur du bien-être, de la joie de vivre, qui est antidépresseur, qu'on sécrète naturellement sur les coups de 17 heures dans le cerveau, qui est de lâcher prise. Et le griffonia en est précurseur et il améliore beaucoup la dépression et les compulsions alimentaires de sucré. Donc tous les dépressifs, les déprimés qui vont compulser sur les gâteaux, sur le chocolat, sur les pots de glace, etc., auraient tout intérêt à prendre du griffonia, si et seulement si ils ne sont pas déjà médiqués sous antidépresseurs. Euh, donc voilà, bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et, et donc qui jouent sur des facteurs autres que forcément le surpoids. Le surpoids, c'est toujours la conséquence de quelque chose. Ce n'est jamais une cause. Jamais. On ne naît pas gros. Voilà. Donc, ayez toujours cette approche-là. Et souvent, on a une approche assez réductionniste à ne traiter que le symptôme, mais parce que, voilà, en médecine allopathique, on ne traite que le symptôme. Mais non, le surpoids, l'obésité, c'est une conséquence. Donc, il faut traiter la cause. Donc, il faut trouver déjà c'est quoi la cause. Donc, il faut effectuer un travail de fond, de recherche avec les bonnes personnes, les bons accompagnants. Et après, justement,
travailler de manière holistique et intégrative, et c'est le maître mot du sommet, hein, c'est le fil conducteur de la semaine, travailler de manière holistique sur toutes les catégories qui rentrent en jeu, et pas hésiter voilà, à faire appel à ce qu'on appelle des béquilles thérapeutiques avec tout ce qui est plantes médicinales, aromathérapie, gémothérapie, enfin tout ce qu'on connaît et qu'on a pu aborder là encore aujourd'hui, pour venir aider justement dans cette régulation sur les troubles fonctionnels, les troubles métaboliques qui peuvent découler ou qui peuvent être à l'origine de la prise du poids. Tout à fait. Merci infiniment, Caroline, pour, pour toutes ces explications. Franchement, moi, j'ai encore appris plein de trucs aujourd'hui, comme d'hab, hein. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Donc, un grand, grand merci. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de terminer par quelque chose? Une note un peu positive et optimiste. Faire des efforts et voir que ça ne paye pas sur la balance, sur sa silhouette, c'est très décourageant. Il y en a beaucoup que ça rend déprimé. Il y a des impacts psychosociaux du surpoids qui sont vraiment là. Et ne vous découragez pas. Vraiment, gardez espoir. Il y a toujours des solutions et des solutions autres que la chirurgie bariatrique. Je le dis parce que la chirurgie bariatrique, donc qui sont toutes ces techniques de pose d'anneaux, de sleeve, de bypass, qui sont des techniques très invasives, très lourdes, où si vous n'avez pas traité la cause, vont revenir en fait. Donc la chirurgie, c'est souvent vu comme un miracle. Le truc un peu de feignant où je vais pas trop me prendre la tête, je vais pas trop me responsabiliser, je vais pas trop faire les choses. Et voilà, on va venir m'aider, sauf que en fait, non. Et surtout, s'il y a des jeunes parmi nous qui nous écoutent, moi je fais des consultations avec des jeunettes de 22 ans qui envisagent de faire ça. Et je trouve ça dramatique. Donc voilà, la chirurgie bariatrique, ça peut avoir ses indications et je ne suis pas contre, mais en tout cas, avant, il y a plein de choses à faire. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des tentatives infructueuses que forcément toutes les prochaines le seront. Voilà, votre passé ne conditionne jamais votre futur, jamais. Donc, ne lâchez rien, en fait, documentez-vous, cherchez à comprendre et surtout, faites les choses intelligemment en acceptant, en travaillant du coup cette acceptation, que ça risque de prendre du temps. Mais ce n'est que parce que ça va prendre du temps que ce sera fait intelligemment et de façon durable et pérenne. Et c'est ça qui compte en fait. Donc, sans vous faire de mal en fait, sans vous carencer, sans induire d'autres troubles de santé par derrière. Je te remercie infiniment. Magnifique mot de la fin. Merci à toi. Merci à toi, Charlotte. Je te dis à bientôt sur le prochain sommet. Avec grand plaisir. Merci, au revoir Au Marie. revoir, Charlotte.